Non mais, eh ben reconnecte-toi. Non, non, mais ça y est, on est connecté là. Mais en fait, j'ai cliqué sur l'intro qui termine la vidéo. Quel con, putain. Mais tu vois, j'ai tellement pas l'habitude que ça se passe bien que même quand ça se passe bien, je suis obligé de tout casser, tu vois. Le son Ouais, je fonctionnait, vois les gens ça. étaient là, on était 300 en direct, j'ai dû tout casser. Bon, allez, on lance pas l'intro, je pense qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Bon, Olivier, est-ce qu'on parlerait pas du McKinsey Gate avant de commencer les élections présidentielles arrivant ce week-end pour le premier tour? Il y a pas mal de choses à dire, et puis après, bah, si tu veux, on parlera aussi du dîner des incorruptibles qu'on organise à Vence, donc c'est dans le sud-est de la France, dans 3 semaines, le jeudi 28. Eh bien, écoute, pas de problème. Alors, le McKinsey Gate fait suite à l'Alstom Gate, euh, le Rothschild Gate, le McKinsey Gate, il y en a d'autres qui sont en préparation ou qui ont déjà été faits. Donc, c'est un scandale de plus. Euh, Là, le scandale McKinsey, c'est plusieurs milliards qui sont distribués à des cabinets d'audit qui, comme chacun sait, ne sert à rien. Hein. Cabinet d'audit, c'est un cabinet qui va, pour une fortune, vous sortir un PowerPoint qu'il adapte tout simplement de PowerPoint qu'il a déjà fait, soit pour une grosse entreprise, soit pour un État, et puis qu'il remet au goût du jour, il change les chiffres, et il vous facture ça plusieurs millions à chaque fois. Donc, et pour vous dire quoi? Bah, pour vous dire que à chaque fois, il y a trop de personnel dans votre société ou comme fonctionnaire, et que si vous les virez tous, bah, évidemment, vous avez moins de charges à payer. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin d'être sorti d'une grande école pour trouver ça. Et ce qui est doublement scandaleux, c'est que normalement, c'est quand même aux fonctionnaires et aux fonctionnaires de faire ce boulot-là. Donc en fait, on paye deux fois. On paye les hauts fonctionnaires pour le faire, qui visiblement sont soit des incapables, puisqu'on le confie à d'autres personnes, soit qui sont des gens qui sont capables de le faire, mais à qui on ne donne pas le boulot. Vous avez vu que même l'envoi des, enfin comment ça s'appelle, des, des programmes des candidats a été confié à un cabinet de conseil qui, comme par hasard, est un proche de Macron, dont la société est un proche de Macron. Les McKinsey, vous avez une tripotée de gens qui viennent au gouvernement de McKinsey ou qui sont arrivés chez McKinsey après avoir fait un passage dans la Macronie. Donc, vous êtes en plein scandale de gens qu'on paye, je vous dis, des milliards pour faire la politique qui devrait être faite par les politiques qui ont été élus et par les fonctionnaires qui travaillent pour eux. Donc, c'est un véritable scandale. On paye deux fois. Et on paye deux fois en plus avec quand même des gros soupçons, puisque il se trouve que McKinsey a des participations et travaille notamment pour Sanofi, et que en plus, c'est eux qui pondent la politique sanitaire. Donc il y a un vrai souci, il y a un vrai problème qui évidemment, moi c'est ça qui m'embête, si vous voulez, qui sort, qui sort à quelques jours des élections, et on voit que le parquet national financier, que les différentes instances n'ont pas l'air de s'en préoccuper beaucoup, alors que, je vous rappelle, pour deux costards et sa femme, qui était
un emploi fictif, Fillon était tombé en quelques jours. Le parquet national financier avait enquêté, avait convoqué Fillon, etc. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour Macron et ses sbires. Donc, il y a un vrai sujet. Mais je vous dis, c'est pas le seul. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de sortir en ce moment. Vous avez au-delà du McKinsey Gate, vous avez le Rothschild Gate. Alors le Rothschild Gate, bah, ça me fait marrer parce que on était quand même assez nombreux aux élections de 2017 qui connaissions un petit peu le circuit, qui connaissions un petit peu ce métier-là, le métier de private banker, donc on sait à peu près combien peut toucher un type sur une opération comme ça. On sait très bien ce que les usages pour les associés de ce genre de banque d'opérations privées peuvent toucher par an. Et déjà en 2017, on avait quand même posé la question. Mais ça n'avait absolument pas été relayé par la presse. Là, alors, ça ne l'est pas beaucoup sur les grandes chaînes, mais sur les réseaux, ça fait fureur. Pourquoi? Parce il y a évidemment, on sait très bien que il a touché beaucoup plus que ce qu'il a dit, et que c'est très probablement dans un paradis fiscal en attendant qu'il puisse y avoir accès. Donc, tout ça, c'est scandaleux. Depuis le début, il a menti sur sa déclaration à la haute autorité avant les élections. Il a menti comme un arracheur de dents depuis le départ. Je sais pas, ça a l'air de pas choquer grand monde, mais que quelqu'un mente comme ça systématiquement, vous pouvez quand même vous poser des questions sur le reste. Donc voilà, le Rothschild Gate est la même chose que le McKinsey, à chaque fois, c'est du fric aux copains, c'est de l'argent qui disparaît, c'est de l'argent qui est payé à des gens qui sont proches de lui. En fait, on est une véritable république bananière, quoi. C'est-à-dire se fout souvent de la gueule des présidents africains, mais c'est pas mieux ici, hein, et de loin. Donc voilà, simplement, peut-être qu'on le cache un petit peu plus ou un petit peu mieux, mais ça n'empêche que on est aussi pourri que certains présidents africains. Donc voilà, ça continue et je vous dis, c'est pas un seul scandale, c'est Alstom, c'est Alcatel, c'est Technip qui ont été vendus à chaque fois dans des conditions qui sont pas claires, avec des copains, etc. Je vous rappelle qu'il a voulu aussi privatiser les aéroports, les aéroports de Paris, là aussi dans des conditions qui étaient on ne peut plus troubles. Où on voyait aussi qu'il y avait des cadeaux qui étaient faits. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort maintenant et qui ressort maintenant, ce qui est amusant, alors que tout ça, c'est des choses qui sont connues et archi connues, alors peut-être par seulement des initiés, mais je vous dis qu'on avait essayé de sortir, on avait été beaucoup à le dire, à sortir ça en 2017, dans un silence total. Personne ne nous avait écouté évidemment à ce moment-là. Mais voilà, donc je dirais rien de nouveau, simplement c'est en train de sortir en ce moment. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit pas trop tard. Alors vous avez des gens comme le député Marex qui depuis des années, je crois que ça fait 3 ans qu'il a déposé plainte pour Alstom auprès du parquet et que le parquet
a l'air d'avoir oublié la plainte ou s'être assis dessus, mais euh, n'a pas l'air de faire grand-chose pour poursuivre. Donc, et ça aussi, c'est scandaleux. Puis, c'est pas un petit scandale maintenant qu'en plus, Monsieur Macron s'est vanté d'avoir facilité le rachat de Alstom à General Electric. Maintenant que General Electric a tous les brevets d'Alstom et qu'on l'a racheté au double du prix qui avait été vendu. Enfin, je veux dire, on peut dire que c'est vraiment le Mozart de la finance. Hein. Voilà, c'est une fois de plus un vrai scandale et qui n'a pas l'air d'affoler les foules. Alors, tu disais justement un petit peu plus tôt dans la vidéo que, que quelques initiés savaient le montant des commissions qui pouvaient se prendre sur ce genre de deal pour les associés de banques d'affaires. Est-ce que tu pourrais nous donner voilà, un montant ou une ordre d'idée du type de montant auquel justement ces associés-là pourraient prétendre et donc potentiellement... Macron a dû toucher entre 5 et 10. Ah oui. Il y a deux solutions, mais oui, Bah, il y 5 a et deux 10 parce solutions. qu'on parlait de 2,5 millions hein, de rémunération. Donc là, on serait carrément x2 voire x4 par rapport à ce qui a été Mais annoncé. oui, mais si tu veux, non, mais même pas d'ailleurs, parce que ce deal, il a été fait juste avant qu'il devienne ministre. Donc, c'était même pas compris dans les 2,5, si tu veux. Donc, là, oui, entre 5 et 10, très probablement. Il y a deux solutions. Soit Macron était le, la petite main, si tu veux, il n'a absolument rien fait dans cette histoire et il a porté les cafés et il allait au restaurant payer la note. Et à ce moment-là, bah, en effet, il est assez probable qu'il ait gagné 700 000 balles. Je crois qu'il déclare comme rémunération au moment du deal, l'année du deal, il déclare 700 000 balles. Bon, Ouais, c'est ça. alors, soit c'était vraiment le grouillot de service, hein, le type qui venait porter les cafés. Et à ce moment-là, je veux bien qu'il soit payé 700 000 balles. Soit c'était réellement la cheville ouvrière de l'opération, d'accord? C'est vraiment lui qui a fait l'opération, comme certains disent, en disant il est allé au dernier moment voir Nestlé en Suisse. Il a insisté pour qu'il mette 500 millions de plus et alors ça a basculé. En plus, il a amené Nestlé chez Rothschild qui ne l'était pas. Enfin bon, contre Danone qui faisait l'opération et qui était lui chez Lazare. Et donc, c'est une victoire indéniable de Macron et c'est lui qui a fait le deal. Si c'est lui qui a fait le deal, c'est pas possible qu'il ait touché 700 000 balles. Voilà. Donc, c'est plutôt 7 millions que 700 000. Donc, voilà. Donc, on sait très bien que, et ça, c'est pas une découverte non plus, on sait très bien que dans ce genre de deal, dans ce genre de boîte, eh bien, vous êtes payé en partie en France et puis en partie à l'étranger, parce qu'ils ont elles ont toutes des filiales à l'étranger, ces banques d'affaires. Donc, vous êtes payé à l'étranger et qu'à l'étranger, bah, évidemment, ça disparaît. C'est mis dans un paradis fiscal et sous une forme de trust ou autre, et qui fait que il n'apparaîtra jamais comme propriétaire de ces 7 millions et que c'est très facile à cacher. Donc voilà, ça c'est un scandale de plus. Et puis là, pour le coup, il y a réellement, il y a réellement un enrichissement et le fait que
le fait qu'il fait une fausse déclaration sur l'honneur, hein, donc il ment encore, et voilà. Et euh, voilà les scandales qui s'accumulent, et j'espère que ça sera suffisant pour que ce pauvre type ne soit pas au second tour. Eh ben écoute, c'est compris. Alors, on avait une question qui nous a été posée, qui mérite d'avoir une réponse. C'est l'Allemagne qui ne veut plus payer du coup enfin, qui ne veut plus payer en roubles. Alors oui, parce que du coup, la Russie Non, c'est exige pas des. qu'il ne veut plus, c'est pas qu'il ne veut plus payer en roubles. Je vais vous raconter l'histoire Ouais. comme elle s'est passée. Vous avez vous avez les réserves de change de la Russie qui étaient en dollars et en euros qui ont été saisies en dehors de toute législation, tout, toute justification juridique. D'accord. Nous ne sommes pas en guerre, je vous le rappelle, avec la Russie. La Russie est en guerre avec l'Ukraine, et donc cette saisie est en dehors de toute légalité. D'accord. Donc on saisit les réserves de change de la Russie, et, et à ce moment-là, la Russie réplique en disant bah, vous me saisissez mes réserves de change. Ça veut dire quoi, en fait, de saisir les réserves de change de la Russie? Si vous payez en euros le pétrole russe, le gaz russe, d'accord, et que derrière, vous saisissez les réserves de change, donc vous saisissez le prix que vous avez payé du pétrole et du gaz. En fait, vous avez du pétrole et du gaz gratuit. C'est cool, votre life. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Ben, il dit, ben, vous allez me payer le gaz en roubles. C'est normal. Il n'y a rien de... Alors, évidemment, il y a... il y a notre préado, là, Macron, qui s'excite, qui se roule par terre, qui dit ah mais c'est pas bien, c'était pas dans le contrat, c'est une rupture de contrat. Mais la rupture de contrat, c'est pas de vous faire payer en roubles. Il vous fait payer son pétrole, il a bien le droit de vous faire payer son pétrole quand même. Je vous vends quelque chose, j'ai bien le droit de me faire payer, non? Celui qui a rompu ceux qui ont rompu le contrat, c'est ceux qui ont piqué les réserves de change. C'est eux qui ont commencé. Et après, ils gueulent. Ils gueulent quand ils se prennent le retour. Bah non, faut pas gueuler quand on prend le retour. Faut juste pas faire la connerie avant, c'est tout. C'est mieux. Ça évite de se prendre une baffe en retour. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Il dit, bon, ben voilà, maintenant, vous me paierez en roubles. Alors, il est très malin. Parce que du rouble, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'extérieur de la Russie, du rouble. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, vous allez en fait me payer en or. Parce que c'est le seul moyen. Parce que c'est le seul moyen. Il y a un deuxième, Aujourd'hui, non, il y a un deuxième moyen, c'est que du coup, les États européens payent un intermédiaire qui lui accepte les euros ou les dollars, prend une commission et paye en roubles du coup la Russie. Tu vois, on avait ce cas de figure là où en fait il y a un intermédiaire entre l'Europe et la Russie qui prend un espèce de spread. mais qui détient du rouble? Personne. Bon, les banques. Non. Les banques à l'extérieur de la Russie ne détiennent pas de rouble. Le rouble, tu n'en trouves qu'à l'intérieur de la Russie. Et donc, le problème, il est là. Donc, ça veut dire que il veut pas d'euros et il veut pas de. Donc, ça veut dire que pour acheter le rouble, là, faut acheter de l'or. C'est ça qui est drôle. Donc, ça va être sympa. Je pense que pour les détenteurs d'or, ça risque d'être assez rigolo dans les mois à venir. Voilà. Parce que si l'Allemagne et la France refusent de payer en rouble, eh bien, il va couper le robinet. S'il coupe le robinet, l'Allemagne, pas la France tout de suite, la France, elle subira des hausses de prix, mais elle
peut elle peut tout juste, elle est moins dépendante, on va dire, elle est moins dépendante du pétrole et du gaz russe, mais l'Allemagne, c'est plus de 40%, donc c'est mort. Ça veut dire que l'industrie allemande s'arrête. Voilà. Donc je pense qu'on va rire. Je pense qu'on va vraiment rire. Mais faut suivre les règles du jeu. On n'a absolument aucune raison de s'approprier les biens russes, que ce soit les réserves de change de la Banque centrale, que ce soit les propriétés des Russes, que ce soit même emmerder des gens qui sont simplement russes et qui sont en France et qui voudraient vivre comme tout le monde et qu'on fait chier aujourd'hui, que les banques emmerdent en leur refusant des virements. C'est inadmissible ce qu'on fait. On n'est pas dans une démocratie, on est dans une république bananière, on est dans une autocratie. Donc, si on veut récupérer nos esprits, virons le guignol qui est en place pour mettre quelqu'un qui soit un petit peu plus intelligent. Parce que là, et ça ne sera pas très compliqué, parce que là, vraiment, on va dans le mur. Et on va dans le mur d'autant plus vite s'il est réélu, on va aller vraiment s'écraser comme des merdes dans les murs. Voilà. Donc, faites attention à ça. C'est pas une plaisanterie. Vraiment, ces élections-là, ça n'a jamais été des élections aussi importantes. Jamais. Alors, Si vous ouais. réélisez Macron, je vous annonce, la crise de 2008, c'est même pas la cacahuète d'apéro. Hein. Vous allez voir ce que ça va être. Là, on va se choper des hausses de prix, on va se choper des défauts d'approvisionnement majeurs sur l'énergie, on va se prendre une récession comme vous avez rarement vu. Soyez conscients de ça. La récession qu'on va choper là, c'est pas de la récession à la 2008. Faut voir ce que c'est. Là, on va avoir des arrêts complets de production, on va avoir des arrêts d'investissement. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui, vous êtes chinois, vous avez envie d'aller investir en France, sachant qu'à tout moment, on peut vous confisquer vos biens, sachant qu'à tout moment, on peut vous fermer votre entreprise. Aujourd'hui, plus personne ne va investir en France. La réindustrialisation de la France, vous voyez ça comment, vous? Pensez qu'il y a un type qui est assez débile pour aller mettre son entreprise en France aujourd'hui? Non, personne. Donc on va avoir des conséquences sur le long terme en plus là-dessus. Pas juste la conséquence de ce qui vient de se passer, mais on va avoir des conséquences sur le long terme. Plus personne ne voudra investir. Moi, je suis chinois aujourd'hui, mais je vends tous mes biens qu'il y a en France. Et je me barre. Je sais qu'on peut me saisir à tout moment, en dehors de tout. J'emmerde personne, je fais rien, j'ai juste investi. On me pique mon bateau, on me pique ma maison, on me ferme mes comptes. Comment voulez-vous rester? Vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que c'est fini. L'investissement en France, c'est fini. Donc on va se choper une récession majeure, je vous le dis. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui subissent des hausses de matières premières qui sont telles qu'elles vont fermer. Si elles ferment, ça veut dire des gens au chômage. Enfin, imaginez-vous ce qui va se passer derrière. C'est pas juste une plaisanterie. Vous avez ces deux débiles que sont Bruno Le Maire et Manu qui se sont dit au départ, de toute façon, le PIB de la Russie, c'est entre le PIB portugais et le PIB espagnol, qui se sont dit, on va les bouffer en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'est des malades mentaux. On n'a pas une seule matière première. Et ce n'est pas notre intelligence qui va faire la différence, croyez-moi. Parce que visiblement, on est cons comme des manches, en plus. Donc vous savez, le slogan, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Nous, on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées, en plus.
Bon, où on en a que des mauvaises, avec l'équipe de branquignoles qu'on a. Donc, imaginez-vous ce qui va se passer. La Russie est 2 fois plus forte que nous, 3 fois plus forte que nous. Ils ont toutes les matières premières. Ils peuvent vivre quasiment en autonomie. Ils ont fait un système SWIFT. Ils peuvent vivre quasiment en autonomie. Ils sont les premiers sur le blé, ils sont les premiers en pétrole, en gaz, etc. Ils s'en foutent de nous. Ils peuvent nous couper le robinet. Nous, on n'a rien. On n'a rien. D'accord? Alors, c'est pas avec nos 3 ventilateurs, là, nos 3 éoliennes qu'on va faire la différence. Non, mais faut un peu, faut mettre les choses en perspective, quoi. On a un guignol qui s'appelle Bruno Le Maire qui ne sait pas compter, et en face, on a des joueurs d'échecs. Les mecs, ils se marrent, là, en ce moment. Les types, ils se marrent, en ce moment. C'est lui qui nous tient par les couilles. C'est pas le contraire, hein. Donc, regardez ce qui va arriver. Ça va être un bain de sang. Si jamais Macron est réélu, je vous le dis, on vous piquera vos comptes. L'euro va s'effondrer. L'Union européenne va éclater. C'est ça le programme. Et on va se choper une récession dans les dents comme vous avez jamais vu. Alors la question, la question qu'on peut se poser, là, si vous êtes tranquille là, si vous dormez maintenant, vous risquez de ne pas vous réveiller. alors la question qu'on peut se poser, c'est si justement il y a une récession, si justement l'euro s'effondre, est-ce que la Banque Centrale Européenne fera pas comme d'habitude? C'est-à-dire, bon, bah, vu qu'il y a une récession, elle va injecter de l'argent, ils vont recapitaliser les entreprises qui ont besoin d'être recapitalisées. On le voit hein, avec le gouvernement qui, par exemple, à cause de la hausse des prix du carburant, a mis en place une remise carburant. Donc l'essence, à partir du 1er avril, c'est il y a 3 jours, a baissé de 18 centimes partout en France. Tu vois, est-ce que ce type de mesure-là, en fait, ne sera pas la solution que vont adopter tous les gouvernements en Europe si demain il y a une récession à cause de la guerre avec la Russie? Alors, tu as 2 solutions, en fait, pour la Banque centrale. La première solution de la Banque centrale, c'est je ne vois pas la récession venir, je continue à resserrer la politique monétaire, je ne fais plus de QE, de quantitative easing, je ne fais plus de tourner la planche à billets, et je laisse faire. Et donc, à ce moment-là, les taux de marché redeviennent des taux de marché, c'est-à-dire ne sont plus administrés par la Banque centrale, euh, par le biais du quantitative easing. Hein. Quand vous achetez des milliards d'obligations, eh bien, évidemment, vous faites baisser les taux d'intérêt. Et si vous arrêtez de le faire, bah, c'est plus vous qui fixez le prix. En fait, c'est le marché qui redevient celui qui fabrique le prix. Et donc, à ce moment-là, les taux montent. Si les taux montent, bah, on est étranglé. Hein, c'est-à-dire tous les pays qui ont une dette très très largement supérieure à 100%, avec une croissance qui est quasiment nulle, eh ben, on est complètement asphyxié par la hausse des taux d'intérêt. Et à ce moment-là, bah, moi, je pense qu'on a un éclatement de l'euro et de l'Union européenne. Il y a une deuxième solution, il y a une deuxième possibilité, c'est que la BCE fasse, comme tu le dis, le quoi qu'il en coûte version 2.0. Hein, donc, on imprime, on arrose, on s'endette à mort, de plus en plus à mort, et on refait à ce moment-là des quantitative easing pour maintenir les taux à zéro. Alors, c'est une possibilité, sauf que là, il y a un petit souci, c'est que on risque de très vite se faire rattraper par la patrouille, c'est-à-dire par les Allemands et les Pays-Bas, qui vont finir par nous dire bon, bah, vous êtes gentils, mais nous n'allons pas financer. En plus, tu sais que on a il n'y a pas très longtemps mis en place les eurobonds, hein, donc c'est ce qui veut dire que tout le monde
à emprunter dans un espèce de pot commun. Et là, tu risques d'avoir très vite euh, les, euh, les, euh, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui risquent de dire, bon, bah, écoutez, là, vous êtes gentil, mais ça finit par nous coûter plus cher que ce que ça nous rapporte. Or, les Allemands et les Pays-Bas sont quand même des gens qui sont très pragmatiques. Et donc, vous risquez en effet d'avoir ces gens-là qui sortent de l'Union européenne et donc qui éclatent la zone euro. Donc, je dirais c'est plutôt pratique parce que je pense que au final, cette crise et la gestion de cette crise qui a été remarquablement nulle, eh bien, va finir par faire exploser la zone euro. Voilà, donc les banques centrales et la Banque centrale européenne sont vraiment dans une situation qui est dos au mur, sans plan B et sans rétropédalage possible. Alors, tiens, je vais rebondir sur ce que tu disais. Donc, du coup, tu disais que les banques centrales pouvaient nous endetter, ou en tout cas qu'on s'était réendetté massivement. En parlant de dette, du coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a proposé, hein, qui a dit à la télé il y a quelques jours que s'il était élu, il proposerait d'aller voir du coup la Banque Centrale Européenne et tout simplement de discuter avec la BCE et de dire qu'on rembourserait jamais la dette puisqu'elle n'est pas remboursable vu qu'on s'est trop endetté, en parlant de la France, pour ensuite relancer de gros investissements afin de relancer l'économie française. D'un point de vue strictement économique, qu'en penses-tu et pourquoi est-ce que tu penses que tu vas penser? Parce que c'est ce que tu vas penser. Je pense que Non, en fait, ma question, elle a un but, c'est juste de montrer aux gens pourquoi est-ce qu'on ne peut pas abandonner une dette et que ça a forcément des conséquences. C'est surtout ça le chemin didactique, parce que les gens alors pensent trop je souvent qu'on pense peut que s'endetter et lâcher la dette sans conséquence. Il y a une conséquence, mais il faut expliquer pourquoi, en fait. je pense que Mélenchon doit dîner avec Gaël Giraud. Ça doit être deux potes en fait, Gaël Giraud et Mélenchon, puisque Mélenchon propose exactement ce que propose Gaël Giraud. Donc on efface la dette. Alors j'avais appelé à un moment dans un de mes papiers Bruno Le Maire Tipex. Je vais appeler maintenant Mélenchon Tipex. Tous ces gens qui pensent qu'il suffit d'un effaceur et puis on efface la dette et rien ne se passe. Euh, le problème, c'est que deux choses. D'abord, il y a à la limite la dette qui est détenue par la BCE et puis le reste. Il faut savoir que la dette, elle est détenue, oui, en partie à 25%, par la BCE, la dette pas que française, hein, la dette italienne, la dette espagnole et compagnie, et donc elle est détenue à 25% par la BCE. Mais au-delà de ça, elle est détenue aussi par euh, vous, d'accord? Par vous. Elle est détenue par tout le monde. Quand vous avez une assurance vie, vous détenez principalement de la dette française. Quand vous êtes dans un produit bancaire, quel qu'il soit, un PEL, un livret A, tout ce que vous voulez, euh, euh, c'est essentiellement de la dette. D'accord. Donc, tout le monde détient de la dette. Du plus petit au plus gros, tout le monde détient de la dette française. Dès que vous avez un produit bancaire, vous avez de la dette. Dès que vous avez une SICAV obligataire, bah, évidemment, vous avez de la dette. Dès que vous avez de l'assurance vie, vous avez de la dette, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, évidemment, si vous ne la remboursez pas, eh ben, vous ruinez tout le monde.
Et je vous dis, pas que Bernard Arnault. Vous ruinez absolument tout le monde, parce que tout le monde en a. D'accord ? Vous ruinez les banques. Elles détiennent énormément de dettes françaises. Donc ça veut dire que vous les ruinez. Si vous ruinez les banques, eh ben, on viendra prendre sur vos comptes ce qu'il faut pour que la banque ne tombe pas. Donc, vous ruinez absolument tout le monde. Bon. Maintenant, si vous vous limitez à les titres obligataires détenus par la BCE, hein, ça, c'est la grande thèse notamment de Gaël Giraud, mais pas que. On annule cette dette-là, puisqu'elle est détenue par la Banque centrale. Alors là, moi, je trouve ça merveilleux, parce que on vient d'inventer le mouvement perpétuel. Hein, c'est-à-dire que vous faites racheter la dette par la BCE, et puis vous l'annulez, tout simplement, et il ne se passe rien. Bon. Et cette dette, finalement, pourquoi est-ce que la BCE n'en détient que 25%? Parce que si je suis le principe de Gaël Giraud, il suffirait que la BCE achète 100% de la dette, ce qu'elle peut faire puisqu'elle imprime les billets. Hein, donc elle imprime les billets, elle achète 100% de la dette et elle l'annule. Hein, soyons fous. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Pas besoin de payer des impôts. Pourquoi est-ce qu'on paye des charges? Pas besoin de payer des charges, puisqu'il suffit que l'État emprunte ce qu'il faut pour payer les charges, pour équilibrer son budget, etc., que la BCE imprime les billets, qu'elle achète les obligations émises par l'État et qu'elle les annule. On pourrait faire un truc comme ça. Hein, un truc à la Méluche, quoi. Hein, on pourrait faire quelque chose, un truc comme ça. Moi, je trouverais ça très bien. On vit à crédit, ouais. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on va pousser encore un petit peu plus le bouchon. À ce moment-là, on fait un revenu universel, et puis on se paye tous 10 000 balles par mois. Puisque ça n'a pas de conséquences, puisqu'il n'y a jamais aucune conséquence. La dette n'existe pas, en fait, c'est un truc sûrement très capitaliste qui a été inventé un jour. Donc, la dette n'existant pas, donc la BCE imprime ce qu'il faut, le gouvernement, tous les jours, il dit, bon, bah voilà, 10 000 balles par personne, 67 millions de Français, 10 000 balles par mois, par personne, 67 millions de Français, ça me coûte tant par an. Donc, on demande à la BCE, nous, on va émettre des obligations pour donc un emprunt pour payer tout ça. La BCE le rachète et elle l'annule. C'est superbe. C'est superbe, mais ça ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire qu'à chaque année, la BCE va être obligée d'imprimer des billets pour les acheter. Elle va être obligée de l'imprimer de la monnaie. Il faut bien qu'elle les achète, ces obligues, avant de les annuler. D'accord? Donc, elle va les annuler à chaque fois. Elle sera obligée de surcapitaliser quelque peu parce que ça représentera quand même une annulation de dette au bilan. Il va bien falloir mettre quelque chose en face. Donc, elle va à chaque fois imprimer des billets. Et votre billet, il vaut quoi à ce moment-là? Votre billet, il ne vaut plus rien. D'accord? Là, vous avez de l'hyperinflation et puis à la vénézuélienne, hein, c'est 2000% par an, hein, ou 3000% par an. Donc c'est ça qui va vous arriver. Ça, évidemment, personne ne vous le dit. D'accord? Donc de toute façon, sachez que quoi qu'il arrive, on va se choper une dépréciation de l'euro, un écroulement de l'euro, comme pas possible. Donc on y est. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps les gens vont encore croire dans leur billet.
mais ça va très vite se terminer. Et vous aurez un effondrement de l'euro. Pourquoi? Parce que finalement, ça les arrange qu'il y ait un effondrement de l'euro. Parce que s'il y a un effondrement de l'euro, ça paye la dette, en gros. D'accord? Et que c'est le seul moyen aujourd'hui. C'est le seul moyen. Vous ne pourrez pas faire autre chose pour rembourser la dette qui nous arrive. Et sûrement pas l'annuler. Parce que si vous l'annulez, en fait, la création monétaire, c'est déjà en elle-même, c'est déjà une dette. C'est une dette vis-à-vis de vous. Donc, c'est des vases communicants. Vous ne pouvez pas imaginer que si vous faites disparaître d'un côté, malheureusement, ça va réapparaître de l'autre et en 10 fois pire. Donc, ne pensez pas qu'il y a une formule magique qui consiste à prendre son Tipex et à effacer la dette. Ça ne marche pas. C'est du foutage de gueule. Mais bon, M. Mélenchon est quand même très habitué à ça. C'est du foutage de gueule. Il se fait passer pour un agneau alors que c'est le pire des dictateurs. Donc, c'est du vrai foutage de gueule. Mélenchon, c'est Macron en pire. Réveillez-vous. Je pensais que c'était pas possible de faire pire, mais enfin. Si, Oh, toujours. il est quand même un peu. Bon, il est quand même pour la sortie de la France de la zone euro, donc bon, après, on peut toujours lui mettre ça. On peut toujours lui donner ce crédit-là, quoi. Tu sais, moi, j'ai une image en tête quand je vois Mélenchon, c'est Mélenchon s'écraser devant Macron, s'écraser comme une carpette à Marseille. D'accord? Ah, Le tu parles par Mélenchon rapport à ce qui s'est tribun, passé il y a quelques années, c'est ça? oui, le Mélenchon tribun qui était là, qui de loin défonçait la tête de Macron, il s'est retrouvé en face de lui, il lui léchait les babouches. Hein. Donc, voilà, on se calme. C'est la politique. Alors, Ouais. on a une question d'un de nos membres, nos membres sur les incorruptibles. C'est Dominique Delbar qu'on a rencontré au dîner de Toulouse. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, qui nous dit question pour Olivier, puisque la Norvège va être très sollicitée par l'Europe, est-il sage d'investir dans la couronne norvégienne? Donc, je suppose que Dominique a des euros et qu'il se pose la question de est-ce que ça serait pas intéressant de diversifier sur de la couronne norvégienne, puisque l'euro va très probablement perdre en valeur dans les mois à venir. Alors, oui, la couronne norvégienne, même si je pense que c'est trop tard sur la couronne norvégienne. La couronne norvégienne, je vous en parle depuis longtemps déjà. Alors, on en parlait en Euh, 2020 déjà, euh, la couronne norvégienne. voilà. Donc, on en parle depuis longtemps. Là, aujourd'hui, elle a considérablement monté face à l'euro. Elle a monté principalement pourquoi? Par la hausse du pétrole. Vous savez que la Norvège est quand même très très liée au cours du pétrole, et que donc il faut savoir que le pétrole norvégien, le pétrole de mer du Nord, ça devient rentable entre 30 et 40 dollars le baril. Hein. Donc, tant que vous êtes dans cette zone-là, ce qui a été le cas quand même longtemps, tant que vous êtes autour de 30-40, hein, eh bien, la Norvège ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand on est à 20, évidemment, elle en perd. Et quand on commence à atteindre les prix actuels, elle en gagne beaucoup. Maintenant, moi, sur ce que je pense du prix du pétrole, je pense que, je vous ai dit, on va se manger une récession comme jamais. Une récession comme jamais. Alors, sachez aussi qu'il n'y aura pas qu'en Europe. Hein, aux États-Unis, il y a eu la semaine dernière, il y a eu une inversion de taux aux États-Unis entre le 30 ans, le 5 ans, le 30 ans, le 2 ans, etc. Vous avez eu une inversion de taux. Une inversion de taux, ça annonce quand même souvent, même très très souvent, une récession dans les 6 à 12 mois. Donc, vous aurez une récession très probable aux États-Unis aussi. Ce qui veut dire que vous aurez une baisse du prix du pétrole. Alors, je ne vous dis pas qu'on va se retrouver encore une fois à 20, parce que vous aurez aussi d'autres effets. Le fait que la Russie ne livre plus
que à ceux qui payent en roubles, etc., que donc va y avoir des conflits géopolitiques qui risquent quand même de freiner la chute du pétrole. Mais je pense que vous allez avoir une chute du pétrole assez rapide quand les gens vont prendre conscience qu'on est en récession. Et à ce moment-là, si vous êtes rentré sur les plus hauts du pétrole sur la couronne norvégienne, vous risquez fort de voir la couronne norvégienne baisser. Donc, je ne suis pas certain que ce soit le moment exact pour aller acheter de la couronne norvégienne. Voilà. Ok. Alors, on a une question. Georges Saint-Rose qui nous dit jeune start-upper en biotech incubé en France souhaitant s'expatrier bientôt. Russie ou Suisse, que recommandez-vous? Donc, c'est pour quelqu'un qui veut. Qui est dans le domaine de la biotechnologie, de ce que j'ai compris, et il se demande s'il doit partir en Russie ou plutôt en Suisse. Est-ce que tu as des pistes de réflexion? Toi qui es plutôt du côté investisseur, est-ce que tu sais si les entrepreneurs dans la biotechnologie, par exemple, sont des entreprises qui intéresseraient potentiellement les VC ou pas en Suisse? Sur la Suisse, oui, très certainement. Maintenant, moi, je connais pas plus que ça la Russie. Hein. C'est pas parce que j'ai travaillé sur RT que je connais la Russie. J'y ai même, à mon grand regret d'ailleurs, j'avais mis les pieds. Hein. J'aimerais bien aller y faire un tour parce que il y a des villes qui sont superbes et qui sont intéressantes à, à visiter. Non, moi je crois que oui, de toute façon, je crois qu'il faut quitter la France. Si vous voulez faire quelque chose, je crois qu'il faut quitter la France parce que réellement, on est très mal parti. On est très mal parti et du fait entièrement de la faute de nos dirigeants. Parce que sinon, il y a des gens très bien en France, il y a des gens qui bossent beaucoup, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui font des choses intéressantes, hein, mais on a un État qui n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, qui n'arrête pas de nous taxer et qui n'arrête pas de faire des conneries qui font que on les paye. On les paye. Je veux dire, si aujourd'hui, vraiment, le pétrole, le gaz, l'inflation générale qu'on va avoir, qu'on va se manger, parce qu'il n'y a pas que le pétrole et le gaz. La potasse sert dans les engrais. La potasse, elle vient de Russie. Si on n'a plus d'engrais, qu'est-ce qui se passe? On a des récoltes qui sont considérablement inférieures. Si on a des récoltes qui sont considérablement inférieures, qu'est-ce qui se passe? Les prix montent. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut bien se rendre compte que tout ça, ce n'est que la faute des dirigeants. Ce n'est que la faute des dirigeants. C'est entièrement de la faute des dirigeants, ce qui s'est passé sur la dernière phase. Je ne parle pas de l'inflation, elle était là avant l'Ukraine. Hein. Avant l'Ukraine. Mais évidemment, l'Ukraine en a rajouté une couche. Mais l'Ukraine en soi, ça n'aurait rien ajouté du tout si on n'avait pas fait les cons à coller des sanctions à la Russie. Donc c'est entièrement et seulement de la faute des dirigeants européens. De personne d'autre. D'absolument personne d'autre. Avant l'inflation, c'est la faute de qui? C'est pas la faute de Poutine. D'accord? Le culot de comment elle s'appelle cette folle aux États-Unis? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais celle-là, elle est gratinée. Je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Qui dit à propos de l'inflation, c'est l'inflation Poutine. C'est l'inflation Poutine. Et c'est pas l'inflation Poutine. L'inflation, elle était là avant. Et l'inflation, elle vient de quoi? Elle vient essentiellement des politiques des banques centrales. Pas d'autre chose. Essentiellement de la politique des banques centrales. On vous l'a expliqué plusieurs fois. La banque centrale crée de la monnaie.
la monnaie est déversée sur les banques et sur sur les banques et sur les marchés financiers. Et alors, les économistes de salon ne savent pas comment ça fonctionne, mais moi je peux vous le dire, j'ai été trader pendant des années. Le trader, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand on lui donne de l'argent, quand on lui amène de l'argent, eh bien, la première chose, c'est ça, Nancy Pelosi, bravo, bravo à celui qui l'a dit. Comment ça s'appelle? On vous donne de l'argent. Le trader, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il va sur l'actif le plus volatile. D'accord? Le plus liquide, le plus volatile. Il joue dessus. Puis ensuite, il l'a amené au plus haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les trucs qui ont du retard. Et puis encore, quand il les a amenés au plus haut, quand il les a bien tradés, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne pour aller voir s'il n'y a pas des actifs en retard. Et ainsi de suite. D'accord? Et quand il a fait le tour de la question, quand il a fait les actions, quand il a fait les obligues, quand il a été sur les marchés émergents, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va sur les matières premières. C'est la dernière phase. Il va se mettre sur les matières premières, il va se mettre sur le pétrole, il va se mettre sur le gaz, il va se mettre sur les matières premières, même alimentaires. Et c'est ça qui a déclenché la hausse. C'est pas que en 2019 ou en 2018 ou en 2020, tout le monde s'est mis à bouffer alors qu'il ne bouffait pas avant. D'accord? C'est toujours la même chose. On fait toujours la même chose. On fait toujours les mêmes erreurs et on recommence dans la joie et la bonne humeur. Donc là, on a une inflation qui a été due principalement aux banques centrales. Donc, M. Poutine n'y est absolument pour rien. Et quand est arrivé là-dessus, poussé d'ailleurs par les Américains et poussé par cette saloperie de Zelensky, qui est tout sauf un gentil garçon, qui était le mec le plus corrompu d'Ukraine, et déjà, c'est un record, parce que l'Ukraine est immensément corrompue, et donc ces gens-là ont poussé jusqu'au dernier moment la Russie, Moscou, Poutine, et Poutine a fini par leur rentrer dedans, ce qui est absolument normal. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est normal. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que ça arrive. Et derrière, ils ont encore plus, alors les Européens, qui n'avaient rien à foutre là-dedans. Est-ce que les Européens ont sanctionné les Américains qui bombardaient l'Irak ou qui bombardaient la Syrie? Non, jamais. Est-ce qu'on a saisi les biens des Américains? Est-ce qu'on leur a confisqué leurs réserves de change? Non, je n'ai pas l'impression. Non. Pourquoi on le fait aux Russes? Je pose la question, hein. Pourquoi le fait-on aux Russes? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait aux Américains? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait à l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen tous les jours? Pourquoi on ne lui confisque pas ses biens? L'Arabie Saoudite qui a plein d'immeubles dans Paris, qui a plein d'appartements dans Paris, qui a plein d'hôtels dans Paris, pourquoi on ne lui confisque pas? C'est pas bien ce qu'ils font. Il y a des centaines de milliers de morts. Bombardements tous les jours. Pourquoi on ne les arrête pas? Posez-vous la question. Donc, on vous prend pour des cons toute la journée. C'est admirable ce qu'ils font. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Ça marche super bien. On voit tous les cons maintenant avec le drapeau ukrainien qui suit leur compte Twitter. C'est génial. Les gars, ils ne savaient pas où était l'Ukraine. Et maintenant, ils sont en train de cracher à la figure de Poutine depuis des lustres parce que pour eux, Zelensky, qui jouait avec sa bite sur un piano, c'est quand même le sommet de la résistance et de l'héroïsme. Enfin, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade.
Donc, là, l'inflation, la récession qui va nous tomber sur la gueule, l'éclatement de l'euro, pouvait dire merci à qui? À M. Macron. Et uniquement à lui. Bon, D'accord? c'est Alors, dit. vous avez eu Hollande avant. Alors, ça, je tiens à vous rappeler aussi que ceux qui disent si Macron repasse, on va choper Macron pendant 10 ans. Non, pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Vous avez tous oublié qu'il a été secrétaire général de l'Élysée et qu'il a été ensuite ministre de l'économie. D'accord? Donc, s'il repasse là, c'est 15 ans de Macron. Bon, et ben c'est dit. Le topo est complet. Aujourd'hui, ça tape. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu aimerais répondre qu'on n'a pas abordées? Ça fait 1 heure qu'on est en direct. Moi, j'ai pris les questions les plus importantes. Donc l'Allemagne. Je vais essayer de regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres questions que je n'aurais pas lues. Bonjour, j'ai un appartement en Corse ou à crédit. Il y a un peu de sous de côté. Est-ce qu'il serait judicieux de le rembourser? Si vous mettez, si vous protégez vos actifs, non. Si vous avez un taux d'intérêt qui est faible, continuez comme ça. Il n'y a pas de raison. Bon, et ben alors faut rembourser. Hein? Euh, Non, non, faut pas rembourser. Si votre actif, c'est-à-dire si vos liquidités, si vous avez des liquidités en face et que vous protégez vos liquidités, il n'y a pas de raison d'aller se précipiter à rembourser, hein. ouais, 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 Voilà. ouais. Mais Alors, si évidemment vous ne protégez pas vos liquidités, là vous pouvez rembourser. C'est mieux. Hein? c'est toujours mieux, oui. C'est toujours mieux quand on achète et qu'on rembourse pas. Voilà, exactement. Mais c'est ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Attention, hein, tu deviendrais presque mélanchoniste là. Non, Il fallait que je te taquine un peu. Alors, Christophe qui non. nous dit dans quel pays est-il plus intéressant d'acheter de l'or? Christophe Haguenau. En Suisse, Alors, pourquoi en Suisse? Tiens, ça peut être intéressant parce pour. que vous payez pas de plus-value. Alors, même en Vous étant, achetez en Suisse. même Vous en étant achetez en français. Suisse. Même en étant français. Vous achetez en Suisse, vous revendez en Suisse, vous ne payez pas d'impôt. Ah bon, donc t'es résident fiscal français, t'as le droit d'aller acheter des métaux en Suisse, de les revendre en Suisse, il n'y a pas besoin de déclarer une éventuelle plus-value. Non. Et tu, Eh oui, euh, messieurs, et tu payes la... Et elle est-ce est que pas tu... belle la vie. Et est-ce qu'il y a une TVA à payer du coup? Parce que quand tu achètes de l'or en France, il y a une TVA à payer. Est-ce que tu as une TVA à payer du coup quand tu achètes ton or en Suisse? Non, si tu achètes des pièces d'or, tu n'as pas de TVA. C'est le bon plan du soir. C'est le petit bon plan du soir, c'est le bon plan de la marche. Voilà. Bon, Attends, je cherche d'autres questions. Alors, on n'achète pas de louis d'or ni de... Alors, les Maple Leaf, vous pouvez. Mais on n'achète pas de louis d'or. Parce que les louis d'or, c'est pas de l'or. Et pourquoi Faut que c'est je pas le de l'or? refasse plus. Parce qu'il y a du cuivre dedans. Oh les salauds! Oh, les salauds, il y a du cuivre dedans. Non, c'est pas ce qu'on appelle du 4x9. C'est pas du 100% pur. Donc, n'achetez pas enfin, n'allez pas les revendre si vous en avez. C'est très joli les Napoléons, mais n'achetez pas de Napoléon. Achetez plutôt du 4x9. C'est mieux. Alors, le voisin 1974 qui demande le dollar canadien est-il une bonne monnaie? Je suppose qu'il est au Canada ou qu'il veut peut-être. Il doit pas être très loin du Canada. Donc, est-ce que le CAD aujourd'hui vaut le coup? Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que le CAD, il a eu tendance à monter, comme le dollar d'ailleurs, je dirais, dans le sillage du dollar. Il a eu une hausse assez importante, et puis il y a eu là
encore une accélération parce que quand le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars, eh bien, le pétrole du bitumineux est devenu à nouveau rentable, donc leur a fait gagner un peu d'argent. Euh, et donc, mais il repassera en dessous de 100, et à ce moment-là, je pense que le dollar canadien aura des chances de rebaisser un peu. Maintenant, je préfère que vous ayez presque du dollar américain plutôt que du dollar canadien. Et sachez qu'en plus, de toute façon, il vaut mieux aussi du dollar canadien que de l'euro, quoi. Donc, dans l'ordre, je préfère ça. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est quoi du 4 fois 9? C'est 999,9% pur. Voilà. Donc, c'est le maximum qu'on puisse analyser. Donc, en fait, c'est de l'or parfaitement pur, quoi. Voilà. Oui, dollar canadien, bah, je vous dis, je préfère ça à l'euro. Maintenant, à la limite, je préfère le dollar américain, en tout cas pour l'instant. Vis-à-vis de l'euro, il n'y a pas photo, hein, il monte tous les jours. Donc voilà. Ok, donc la personne était canadienne, c'est pour ça qu'il posait la question. Donc je suppose qu'il a son salaire en dollars canadiens. Il se demandait s'il fallait le garder Ouais. en dollars canadiens ou peut-être l'échanger, du coup, en l'occurrence, en dollars américains. Enfin, vu le type qui les dirige, qui s'appelle Trudeau, qui est un Macron, allez, puissance 3, euh, euh, moi, je serais lui, je prendrais mes précautions et je préférerais avoir de l'or plutôt que des dollars canadiens en banque. Voilà. S'il veut toute ma réponse et que ma réponse soit la plus complète possible. Voilà. Et puis même s'il pouvait se barrer du Canada, parce que c'est vraiment un pays. Fallait pas le lancer sur le Canada. Hein. Bon, on a Aboubakarli qui nous envoie un super chat qui nous dit Monsieur Dupont-Aignan, avec les Patriotes et Génération Frexit, propose un référendum pour sortir de l'Union Européenne s'il est élu. Quel est votre point de vue? Ah, mais moi, je serais ravi. La seule chose, c'est que Dupont-Aignan fera 4%. Voilà. Donc, vous avez ma réponse. Voilà. Mais je serais ravi qu'il y ait un référendum pour sortir de l'euro. Si vous voulez mon avis, d'ailleurs, moi, si j'étais élu, je me passerais de référendum et je ferais une sortie de l'euro. Donc, vous voyez, ils sont gentils. Ah, moi, je suis un affreux dictateur. Vous avez de la chance, je me présente pas. Donc, je risque pas d'être élu. Hein. Enfin, vous me direz, Macron, il se présente pas non plus, il sera peut-être élu, donc peut-être que je pourrais faire la même chose. Mais non, voilà, le truc, c'est que malheureusement, euh, que, que Dupont-Aignan soit allié à Philippot va pas changer grand-chose au film. Et malheureusement, même si j'aurais été ravi que leurs idées soient plus représentées et passent mieux euh, à cette élection, comme, comme Asselineau, hein, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, si vous dites que vous sortez de l'euro, c'est bien d'ailleurs pour ça que personne ne le dit, hein, chez les autres candidats, c'est qu'ils savent très bien que le jour où ils le disent, ils perdent 10 points. Bon, pourquoi? Parce que vous avez plein de gens qui ont peur d'une sortie de l'euro, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui, morts de trouille, iraient voter pour celui qui les cajole dans le bon sens. Il faut savoir une chose qui est, je pense, assez logique, les pieds sur terre, c'est que évidemment, une sortie de l'euro, ça se prépare. D'accord? Et plus on l'aura préparé, moins elle fera mal.
plus on la subira. De toute façon, la sortie de l'euro, elle est pas compliquée à préparer, hein. Tu prends tous les textes et tous les accords qu'ont négocié la Grande-Bretagne avec l'euro, tu fais copier-coller, tu fais la même chose pour la France, quoi, hein, au final. Mais on est... Ouais, mais attention, parce que la Grande-Bretagne n'était pas dans l'euro, donc la sortie est un petit peu plus compliquée. Mais il vaut mieux le faire en se réunissant autour d'une table. Le problème, c'est que on va la subir. Et on la subira. Ne vous faites aucune illusion. On la subira. On la subira, mais on la subira de fait sans l'avoir préparée. Donc, on en prendra plein la gueule. Et il vaudrait mieux aujourd'hui le faire de façon intelligente, c'est-à-dire en la préparant, en se réunissant, en voyant comment on peut sortir de la façon la plus intelligente possible et la moins douloureuse possible. Mais ça, on ne le fera pas. Voilà. Et donc, moi, proposer un référendum, je ne suis pas vraiment certain que ça serve à grand-chose parce que je te dis, je pense que les Français ne sont pas prêts à ça et qu'ils voteraient non. D'accord ? Et c'est pour ça que je te dis, si j'étais élu, je le ferais, mais sans rien demander à personne. Voilà. Mais en revanche, en le préparant, c'est-à-dire réellement en discutant même avec les autres pays et en essayant de trouver la façon la moins impactante de sortir de ce piège. Voilà, mais je te dis, moi, je suis pas un grand démocrate. Voilà. Si tu te présentais, toi, ça serait une dictature, quoi. Ça serait À la Ça schlag. se- Mais non, mais Voilà. je veux dire, non, mais si tu veux mettre en place quelque chose aujourd'hui, et tu le vois très bien d'ailleurs, tu ne peux pas, parce que tu vas te heurter à des lobbies qui sont ultra puissants. Si tu veux réellement, je pense que la personne qui arrive aujourd'hui au pouvoir, si elle veut réussir, c'est-à-dire si elle veut réussir à faire une transition vers quelque chose il va falloir taper extrêmement fort. Si tu tapes pas extrêmement fort, ça va jamais marcher. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont dans la place depuis des années, qui sont corrompus au maximum, et si tu leur demandes de faire quelque chose, ils le feront jamais. Ils iront dans l'autre sens. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs quand Trump est arrivé au pouvoir. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il sortait de nulle part, hein, personne ne s'y attendait, sauf qu'il n'a pas pu agir parce qu'il y avait énormément de gens qui faisaient absolument tout pour qu'ils ne puissent pas avancer. Donc, si tu te mets dès le début, sans avoir fait le ménage avant, si tu te mets à faire le gentil, excusez-moi de vous avoir dérangé, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, etc., personne ne va bouger. Donc, et il faudrait réellement avoir assez de coronesse pour mettre tous les salopards qui en ont profité et abusé en tôle. Donc oui, c'est pas sur référendum que ça va marcher. Ouais. Voilà. Mais bon, je suis un affreux dictateur. Et donc vous avez énormément de chance parce que je ne me présente pas et donc ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Alors, on a Karl Rochefort qui nous envoie un super chat qui nous dit: Mon cher Olivier, que pensez-vous du coup de Tammy Cabage, économiste, si vous connaissez? J'en ai entendu parler. J'en sais pas plus que ça, donc je peux pas vous dire. Voilà. Bon, et ben, au moins, c'est fait. Non mais C'était non, court. mais Oui, bah après, si tu connais pas. je vais pas faire semblant de voilà et vous raconter ma vie là-dessus, j'en sais rien. Voilà. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Alors, je vais essayer de trouver des questions. Putain, ça va vite. Hein. Est-ce que tu as vu qu'on était 3850? Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut casser le record. Hein. On avait fait combien au plus haut? 3600, c'est ça? Ou 3700? Ouais, Bon, 3650.
Là, on est déjà en record, ça se trouve, on fera 4000. Ça serait ça Alors? serait un truc de dingue, hein. Ça mériterait pas un petit. Ça Ah ben mériterait ça pas un mérite petit. un Ah petit bah, coup. allez, un petit coup, hein. Allez. Alors, j'aime Olivier comme j'aime Pinochet, nous dit, ils nous volent notre travail. Ils sont tarés. Ah là là. Alors, attends, on a un auteur, on a une personne qui nous pose une question. Alors, Blabla qui nous dit, que pensez-vous de la décision de Poutine d'indexer le rouble sur l'or? Ben, on en a parlé, hein, c'est-à-dire l'indexation, en fait, n'est pas une réelle indexation. C'est simplement que les pays qui doivent aujourd'hui payer en rouble alors qu'il n'existe pas de rouble en dehors de la Russie vont être obligés de payer en or. Voilà, c'est tout. Alors là, il y a un mec qui a mis ses masterclass. Attends, faut que je te le dise. Attends. La dictature en de la marche, nous dit Rash Rash. Ça, c'était pas mal, ça. Euh, Alors, on a moi qui nous envoie un super chat qui nous dit bonjour à tous, Olivier. Il serait mieux d'acheter de l'or ou de l'argent physique? Bah, de l'or, Je pense que ça les dépend deux, aussi. Ça dépend de la somme à investir aussi, hein, à mon avis. oui, les deux. Le problème de l'argent physique, c'est que vous avez le stockage. Le stockage de l'argent physique est plus compliqué pour la bonne et simple raison que ça représente des volumes qui sont beaucoup plus importants. 10 000 euros, enfin non, pas 10 000 euros, 7 000 euros, c'est 10 kilos d'argent. D'accord? C'est c'est même pas 4 pièces d'or. Donc voilà, d'un côté 10 kilos, de l'autre côté 4 pièces d'or. Donc c'est plus compliqué à stocker. Voilà. Maintenant, sur le potentiel, euh, même pas à long terme, à moyen terme, c'est-à-dire les prévisions de, de, de différentiel entre l'offre et la demande, c'est-à-dire de déficit de l'offre contre la demande en argent, sont à partir de 2023. Donc, et encore, je ne suis même pas sûr que là, en 2021, on ait eu un excès d'offres par rapport à la demande. Donc, vous voyez, on est dans une zone entre maintenant et 2030 où on sait qu'on va manquer d'argent par rapport à la demande. Donc ça veut dire qu'a priori, les prix vont monter et vont monter fort. Moi, j'ai lu des prévisions qui sont entre 200 et 300 dollars l'once. D'accord? Donc, c'est-à-dire 10 fois plus que le prix d'aujourd'hui. Donc, vous avez un potentiel qui est plus qu'important sur l'argent. Maintenant, je dirais que sur l'or, vous avez plus de stabilité, vous avez moins de volatilité sur l'or, ça c'est très clair. Vous avez moins de volatilité sur l'or et vous avez aussi une facilité quand même de stockage qui est beaucoup plus importante. Ouais, bah oui. Forcément, t'as moins de pièces, elles ont plus de valeur, c'est plus facile à stocker, hein, qu'un gros stock de pièces d'argent. Alors, attends, il y a pas mal de questions sur l'or, j'ai l'impression. Quelle pièce d'or à 10 000 comment les personnes qui achètent en Suisse et se font livrer en France payent les frais de douane, nous demande CR. Alors, vous achetez en Suisse, vous n'avez pas besoin enfin, moi, je me fais pas livrer, je vais les chercher en Suisse. Et donc, voilà, je, je connais pas le système de livraison, mais, moi, j'achète de l'or physique en Suisse. Alors, soit je le laisse en Suisse dans des coffres, soit je le ramène en France. Et à ce moment-là, vous n'avez absolument aucun problème à la frontière. Si vous achetez des Swiss One,
qui ne sont pas considérés comme de la monnaie, eh bien, vous n'avez absolument aucun problème à le passer à la frontière. Le douanier peut rien vous dire, quelle Bon. que soit la somme que vous avez. Ouais, donc Donc enfin, voilà. on est encore un petit peu dans un pays un peu libre, quoi. Enfin, c'est pas la totale. On En n'est pas encore, France, hein, on n'est pas encore au contrôle d'échange, quoi. On est à 90% de dictature, il reste 10% de liberté, quoi. non, non, mais le contrôle d'échange peut arriver très vite, hein, donc et je pense qu'il va arriver. Donc parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de sorties d'argent, et donc je pense que ça ne devrait pas tarder. Ok, Donc il vaut mieux le faire avant. ok. On a Kina qui dit Uber qui livre l'or. Je vois que les gens sont taquins ce soir. Alors, très bien. Alors, attends. J'essaie de Pour, trouver. pour, Ouais. pour 10 kilos d'or que vous achèterez, je vous amènerai même une pizza en même temps. Parfait. Alors, bonsoir, est-ce que c'est le moment d'investir dans le fonds ZKB Or? Si oui, en USD et non en Edge, nous demande Cédrinck. Alors, ZKB, d'ailleurs, c'est un dossier qu'on connaît bien puisqu'on en avait parlé en 2020. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Oui, bien sûr. Euh, ça vous permet d'acheter de l'or et de ne pas avoir de problème de stockage. Et c'est un ETF qui est garanti par de l'or physique, donc il n'y a absolument aucun problème. La seule chose, c'est que suivant où est votre compte, ils peuvent refuser de vous acheter du ZKB, hein. Donc sachez-le. Moi, si vous voulez, en termes de sécurité, je préfère leur physique. En termes d'assurance, je préfère leur physique. Je pense que euh, c'est beaucoup plus difficile de vous le confisquer, c'est beaucoup plus difficile euh, de, se le, de se le faire, de se le faire spolier. Maintenant, le ZKB, si vous l'avez dans une banque suisse privée, etc., moi, j'ai pas de problème avec ça. Si vous l'avez dans votre banque généraliste en France, là, j'ai un vrai problème. D'abord, que vous soyez encore en France pour votre épargne, ça me pose un problème. Euh, mais voilà, après, moi, j'ai Après, pas de... après le truc qu'il faut aussi dire, c'est que enfin, la plupart des gens, je pense 90% des gens n'ont pas non plus un gros patrimoine. Donc c'est dur aussi quand tu as un patrimoine normal, entre guillemets, de bouger ton patrimoine à l'étranger. Tu vois, c'est aussi ça les problématiques que les gens ont, je pense, Non, aujourd'hui non, en France. mais c'est pour ça C'est. que l'or, c'est très bien. Ouais, voilà, c'est ça. L'or vous débancarise. Vous avez aujourd'hui, soyons clairs, vous avez 30 000 balles de côté. Vous avez 30 000 balles, vous avez 50 000 balles même sur une assurance vie, sur des produits bancaires, etc. Vous les sortez, vous les passez en or physique. 50 000 balles, c'est 30 pièces d'or. C'est rien du tout. C'est 30 pièces d'une once d'or. 30 pièces d'une once d'or, c'est un petit tube qui est grand comme ça. Ah, t'as pas intérêt à perdre le tube parce que tu perds toute ta vie là. Non mais, tu vois, je veux Ouais. dire, tu me dis pas qu'on peut pas le planquer quelque part chez soi, ça. D'accord? Je vous rappelle que l'or pur, pas les Napoléons, l'or pur, l'or 4 x 9, ça ne sonne pas sous les portiques, hein. C'est-à-dire le détecteur ne le détecte pas, hein, parce que c'est de l'or pur. Donc, 30 pièces, excusez-moi, mais ça se cache partout chez soi, il n'y a pas de problème. Ok, alors, tac. Alors, ça part hyperinflation ou inflation durable, comme le dit Charles Sana, nous demande Samia Kiter. J'ai Alors, pas compris la question. Samia Kiter nous demande est-ce qu'on va vivre une période d'hyperinflation ou d'inflation durable, comme le dit Charles Sana. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on va Non, vivre une hyperinflation ou une inflation durable? Deux choses un peu différentes. euh,
moi, je ne crois pas à l'inflation durable. C'est-à-dire que je pense que quand la récession va se manifester, on va avoir une chute des prix. Euh, on va avoir une chute des prix. Euh, ensuite, je pense que selon la réaction des banques centrales, alors j'ai pas de doute sur leur réaction, hein, elles se remettront à imprimer des billets à tour de bras et à faire des QE autant qu'elles peuvent. Là, on partira en hyperinflation. Voilà. Donc, c'est en fait, il y a les deux, il y a les deux mouvements. Moi, je ne crois pas, mais je ne crois pas à une inflation durablement à 7-8%. Ça sera soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est-à-dire que si on a une récession très très forte, vous aurez un repli sur les prix. Tous les gens qui, à chaque fois, ont pensé que oui, mais moi je me souviens j'avais fait des paris avec certains spécialistes du pétrole qui me disaient, quand le pétrole était à 70-80, avant vous savez, refluer à 20 et même aller en dessous de 20, Ouais, il était en territoire puisque négatif, ouais. même en territoire négatif, j'avais des spécialistes du pétrole qui me disaient, mais jamais, Olivier, ça ira à 20 dollars. Je l'avais écrit, donc c'est vérifiable. Je disais, le pétrole descendra à 20 dollars. Pourquoi? Parce que je disais, et à ce moment-là, tout le monde le voyait en hausse, parce que tout le monde ne voyait que l'aspect offre de pétrole et jamais la demande. Jamais. Il ne regarde jamais la demande. Alors, il vous explique qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis longtemps, que donc il n'y a pas eu comme il n'y a pas eu d'investissement, eh bien, l'offre va être contrainte, etc. Mais il ne s'occupe jamais de la demande. La demande, elle s'effondre quand il y a une récession. Elle s'effondre littéralement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une contrainte sur l'offre. Oui, c'est vrai. Mais le marché, il s'en fout au départ. Le marché, il ne voit à ce moment-là que la demande. Et donc, vous aurez à ce moment-là un reflux sur pas mal de matières premières. Alors, ce reflux sera probablement plus limité que les autres fois parce que vous avez la géopolitique qui va s'en mêler et donc la Russie qui va couper le robinet à certains, etc. Donc, oui, en effet, ça risque de reculer moins fort que les autres fois. Il faut bien savoir une chose, cependant, c'est que, et ça, généralement, les gens ne le savent pas, oui, on est à 4000. Oui, Marie-Christine, on est à 4000. C'est ce que j'allais dire, on a dépassé les 4000, on est 4006, c'est un nouveau record. Ah, ça fait plaisir. Ce qu'il faut bien que vous mettiez dans la tête, c'est que on vous dit aujourd'hui, oui, mais c'est pas grave, Poutine nous coupe le robinet, on va se tourner vers les Américains, ou on va se tourner vers le Qatar, ou on va se tourner. Bon. Et c'est pas un problème. Si, c'est un problème. C'est un problème parce que ce qu'il faut savoir, il faut savoir deux choses. Quand on se tourne vers les Américains, d'abord, on achète du gaz de schiste. D'accord? Le gaz de schiste, c'est quand même le truc le plus pourri qu'on ait, puisque je vous rappelle qu'on l'a interdit en France, hein, parce que ça vous nique toutes les nappes phréatiques. Donc bientôt, je pense qu'on sera gros exportateur d'eau vers les États-Unis et qu'on vendra l'eau plus cher que le pétrole. Donc ça, c'est la première chose. Donc première Tiens, et chose. d'ailleurs, fait important à noter, l'eau est aujourd'hui sujet à spéculation. On peut aujourd'hui spéculer en bourse sur Exactement. l'eau. Exactement. Enfin, c'est des grands malades qui ont fait ça, hein. Enfin, bon. Donc, il faut savoir que donc le gaz de schiste, c'est le gaz qu'on va importer et que on avait quasiment interdit en France. La deuxième chose, c'est que le gaz
il est liquéfié, celui qui vient des États-Unis. Hein, il ne passe pas par un pipeline, par un gazoduc, il est liquéfié. Il est liquéfié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord des méthaniers pour l'apporter. D'accord? On n'a pas assez de méthaniers aujourd'hui, donc il faut les construire. Ça ne se fait pas en une journée. Sachez, un méthanier, ça ne se construit pas en une journée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il arrive sur le port français ou allemand, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut le détendre. C'est-à-dire qu'il faut le passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ça, il faut des milliards d'investissements. Il faut construire des terminaux, il faut des milliards d'investissements. Ça ne se fait pas en une journée. D'accord? Deuxième chose, sur le pétrole. Les raffineries de pétrole. Il faut savoir comment c'est fait une raffinerie de pétrole. Dès le départ, dès la construction de la raffinerie, on l'a défini pour sortir un certain nombre de produits avec des pourcentages, du kérosène, de l'essence, du diesel, etc., etc. Elle est donc définie depuis le début pour sortir un certain nombre de différents produits. Mais elle est surtout définie depuis le départ à accepter une certaine qualité de pétrole ou un certain mix de qualité de pétrole. Et donc, vous pouvez prendre 40% de pétrole du Qatar, 30% du pétrole russe, qui ont différentes compositions chimiques, qui ont différents niveaux de soufre, différentes viscosités, etc. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, dire je ne prends plus le pétrole russe, je ne prends plus le pétrole d'Arabie Saoudite et je prends que du pétrole américain. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Ça demande des milliards aussi d'investissements. Donc, ne pensez pas que les choses sont faciles comme dans l'esprit vide d'un Bruno Le Maire ou d'un Emmanuel Macron. Ils vous sortent des trucs comme ça, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, quand on vous dit c'est pas grave, on va switcher de la Russie aux États-Unis, c'est pas vrai. Le pétrole de schiste, vous ne pouvez pas l'utiliser dans la plupart des raffineries. Donc vous oubliez, ça veut dire des milliards d'investissements, ça veut dire des années. D'accord? Ça ne sera pas fait en 3 jours. Voilà. Alors, pas mal de choses à dire. Déjà, on est 4293, donc là, on a vraiment explosé les records. Donc 3600, c'était le dernier, le précédent record. On est à 4296, on va faire 4003. Donc ça, déjà, c'est super, ça fait plaisir. On est 1000 incorruptibles sur la lettre économique qu'on bosse ensemble. Là, on est 4300 en live, donc c'est super. On a eu UE5Dev qui nous a envoyé un super chat qui nous dit « La Russie autorise d'outrepasser les brevets américains depuis début mars. Est-ce que du coup c'est top pour des startups souhaitant s'expatrier en Russie sans compétition du coup américaine? C'est sa question. Vu que les brevets américains ne doivent plus être respectés de ce que j'ai compris en Russie, est-ce que c'est une opportunité business pour des gens qui aimeraient s'expatrier en Russie pour monter justement des entreprises, des startups de ce que j'ai compris? Écoute, honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout quel est C'est un dossier... les possibilités, si c'est facile, pas facile, etc. J'en sais rien. Je dois vous dire, je ne sais pas. Je sais que probablement la Russie restera le dernier pays capitaliste au monde, que tous les autres ont basculé dans le socialisme il y a déjà un moment. Bon, mis à part ça, je ne peux pas vous dire, je n'ai aucun réseau sur le montage des sociétés et sur les possibilités de montage de sociétés en Russie, donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Alors, on a MDL68 qui nous dit « Salut, en étant objectif, tout va péter, non ?» le pauvre. En étant objectif, on lui a cassé sa soirée. tout va péter. Tout va péter. Bon, Voilà. alors,
Bon, bah voilà, MDL, hein, vous avez compris, c'est la fin. Éric Terrier qui nous dit ça coûte combien d'acheter et vendre de l'or ZKB ETF chez Swissquote. Ça, c'est une question grille tarifaire, c'est un peu technique. J'en ai fichtrement aucune idée. Voilà. Voilà. Non, Ça, mais me demandez pas les tarifs. Non, mais sérieux, les tarifs de toutes les banques, vous pensez que je les apprends par cœur et que non, je vais vous les ressortir? Non, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Le tarif des passages d'ordre dans les banques suisses, excusez-moi, je les apprends pas Ah, par cœur. mais Donc, je ne sais t'es pas. devenu l'ambassadeur de la Suisse, là. Hein, Non, non, mais je suis l'ambassadeur de la Suisse, mais les gars, faut pas déconner. J'en sais rien du tout. Ça doit dépendre de la taille de la ligne en plus. Enfin, j'en sais rien du tout. Rien. Bon, allez, c'est parti, on enchaîne. MDL68 à nouveau qui nous dit bon bah j'ouvre un Gewürz grain noble alors. Mais il a Bon bah raison, voilà, il a raison, il a il a raison, raison. C'est il un a raison. Alsacien, il doit être Mais il doit être de ouais, l'Est, mais ouais. c'est quelqu'un de bien. Alors, combien coûte le ticket de métro de Moscou? Ils sont cons. Et la baguette de pain. Non mais les gars. Non, j'en ai fichtrement aucune idée. Donc, tout ce que je Bon, peux vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est mieux de vivre en Russie que avec ce qui nous attend en Europe. Voilà. alors Suisse 45 heures par semaine, retraite 65 ans, point d'interrogation. Alors ça je vois pas trop où est la question là-dedans. Qu'est-ce qu'il y Là, a? je... Non, je pense que c'était pas une question. J'ai vu un point D'accord. d'interrogation. Acheter des roubles, point d'interrogation, nous demande F longue. Oui, mais ça, pour acheter du rouble, c'est pas facile. Non, mais vous pouvez pas. Enfin, Oui, cherchez pas. On a tout essayé pour acheter du Polymétal, du Gazprom, du rouble, etc. Vous ne pouvez pas. Alors, vous allez voir que ça recote, vous allez essayer de rentrer votre ordre, et puis vous allez avoir un petit encart qui vous dira d'aller vous faire voir. Et que la transaction n'est pas allée jusqu'au bout. Point. alors, on a En Cindy revanche, qui... en revanche, Ouais, pendant ce temps-là, ce qui est quand même marrant, alors je l'avais mis dans le dernier, je crois, dans le dernier Bien prendre numéro. ta claque, mais il y a quand même BlackRock qui, le 23 mars, BlackRock qui a acheté 19% de Polymétal. 19% des actions Polymétal quand même. C'est pas rien. Hein. Ils ont doublé leur position. Et pendant ce temps-là, vous avez Biden qui dit qu'il faut boycotter la Russie. Pendant ce temps-là, vous avez BlackRock qui vous dit juste avant, ah ben non, non, on ne va pas acheter d'actions russes. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont montés, ils ont doublé leur position en polymétal le 23 mars. Alors, tous ceux qui vont me demander la source pour savoir si je raconte pas des conneries, Bloomberg, détention de titres, 23 mars, déclaration de BlackRock qui achète 19 millions de titres dans la journée. Voilà, Voilà. bon bah c'est sourcé. Alors, Cindy qui nous dit vaut-il mieux rembourser mes crédits immobiliers avec mon épargne ou plutôt sortir mon épargne pour de l'or? Bon, Ben, sachant que l'euro perd de la valeur, mieux vaut garder le cash et le foutre en or plutôt que de rembourser son crédit. tu m'as Voilà. ôté les mots de la bouche. Tu vois, je te laisse boire, quoi. Je travaille pour toi, quoi. Alors, le palladium, c'est du shampoing. Ah putain, j'ai pas vu. Non, parce qu'il y en a qui trollent sur le chat des fois. Et je pense que Le c'est des vraies questions. palladium, c'est du shampoing. Bah ouais. Ils sont cons, putain. Non, le palladium, ça a trop monté. N'allez pas sur le palladium maintenant. Ça a beaucoup trop monté. Ouais, ouais, ouais. Préférez le platine, préférez l'argent, plutôt que le palladium qui est sur des prix pas possibles. Mhm. Que pensez-vous de l'achat de diamants plutôt que de l'or nous demande Olivier Bonifay. Alors c'est plus compliqué le diamant. D'abord parce qu'il faut des grosses tailles pour que
réellement on ne fasse pas de mauvais investissements. Donc ça veut dire n'achetez pas un diamant à 5000 balles. Ça sert à rien. Acheter un diamant quand c'est des diamants exceptionnels qui font 2 ou 3 carats, qui sont parfaitement purs, etc. Donc, je suis pas vraiment pour l'achat de pierres, sauf si vous avez des très très gros montants et qui est une alternative à ce moment-là à l'or. Mais il faut se dire que vous n'avez pas. Alors, vous avez le Rappaport, mais qui est publié par la De Beers, mais c'est pas aussi précis et aussi sûr que l'or. L'or, vous avez une cotation quotidienne, vous savez combien ça vaut, vous avez 1 kilo d'or, vous savez ce que ça vaut. Un diamant, bah, c'est le cours du gars qui vous le rachète, quoi, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu plus, vaseux comme évaluation. Donc, moi, je ferai attention, sauf si, je vous dis, vous avez un très très gros capital et que vous diversifiez, que vous avez un peu d'or et que vous avez quelques pierres. Vous avez aussi des pierres de couleur qui sont intéressantes. Mais il faut vraiment s'y connaître et il faut vraiment prendre des pierres exceptionnelles pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Ouais, enfin, c'est un marché vraiment d'initiés pour le coup. Soit on a une expertise, soit on se fait accompagner par quelqu'un qui nous paie, enfin, qui nous aide à acheter parce que il y a beaucoup d'arnaques sur le diamant, hein. Ça, faut le Oui, savoir aussi, hein. oui. Donc c'est facile de se faire, si on connaît pas, de se faire avoir. Donc bon, faire gaffe. Alors, tac, tac, tac. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Je Eh ben, pense qu'on est écoute, bon, cher moi Amé, aussi. 1h36. Voilà. 4338 personnes en live, 1500 j'aime. Franchement, ils ont tout déchiré, nos amis, hein. Ils sont là, ils sont présents. Dès qu'il s'agit de picoler un lundi, de toute façon, tout le monde est présent, hein. Ça, on l'a compris. Ça, c'est la bonne formule. Les gens, voilà, ils veulent boire un coup le lundi. Bon, on commence Non, bien bah la semaine en écoute, tout cas. C'est cool. Ça fait plaisir. c'est bien. Bon, bah écoutez, On est bon. Et tiens, on leur dit aussi, hein, on a rejoint, on est officiellement 1000 incorruptibles sur la lettre économique qu'on produit avec Olivier. Le jeudi, on a dit quand? Le 28, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Le jeudi 28. oui, Oui, et ben c'est ça. le jeudi 28, on sera à Vence, dans le sud-est de la France. On fera le dîner des incorruptibles. Donc, le dernier qu'on avait fait, c'était en janvier à Toulouse, avant qu'ils mettent en place leur passe. C'était le pass sanitaire ou le pass vaccinal, je sais plus, il y a tellement de trucs. Bon, bref, C'est à 20 km de Nice. de Nice, 20 minutes, Euh, 20 minutes en voiture, voilà, c'est pas très loin. venez nombreux, on va bien On va bien se rigoler. poiler. Donc inscrivez-vous. Ouais. Et derrière, probablement au mois de mai, je ne sais pas encore quand, on fera Bordeaux, où Oui, aussi on monsieur. vous attendra extrêmement nombreux. Ouais, Voilà. alors, Vence, on sera 50. Le programme, je vous l'annonce, j'ai parlé avec le restaurateur. Vu que c'est le sud-est, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de 18h, on se fera une compétition de boules, avec apéro, bien évidemment. Ensuite, on fera un deuxième apéro avant le dîner. Ensuite, on fera dîner plus alcool. Et ensuite, on fera Dijon et on terminera la soirée. Donc, autant vous dire, prenez pas la bagnole, venez en Uber. Alors, pour terminer, il y aura 50 places pour le dîner de Vence. Les inscriptions, elles ouvrent demain. On vous envoie tout par mail. Voilà. Alors, Olivier, est-ce qu'ils ne vont pas, c'est un super chat, donc je prends la dernière question, est-ce qu'ils ne vont pas se préparer à mettre en place des e-monnaies, donc des monnaies électroniques gouvernementales, hashtag GovCoin? Bon, c'est plus ou moins ce qu'ils veulent faire avec la Si, crypto, si, si, oui. si. Bien sûr. Bien Ouais. sûr, c'est le plan. Enfin, je veux dire, là-dessus, on a été clair, on en a parlé plusieurs fois. Bien sûr que ils vont mettre ça en place. Ensuite, ils, euh, ils liquideront les cryptos concurrentes, hein, en pénalisant leur utilisation. Bien sûr qu'ils ils vont le faire. Ils supprimeront à ce moment-là le liquide. C'est tout vu, c'est tout tracé.
Voilà, Ouais, donc évidemment, évidemment qu'ils vont le faire. Hmm. Évidemment qu'ils vont le faire. Bah, Enfin, ils sont déjà en train de mettre en place. dites-vous bien qu'on est en totale roue libre là. Je pense que vous avez tous constaté ça. On est en totale roue libre avant les élections. Imaginez s'il est réélu. Là, ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut tout faire passer. Donc, ça, j'ai rien à dire d'autre. Virez-moi ce salopard. Eh ben, écoute, on saura première partie de la réponse dimanche. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Voilà. J'ai l'impression que c'est le bac. Tu sais quand tu t'attendais les résultats, quoi. Ouais, mais enfin, c'est un peu plus impactant que le bac. Hein. Un petit peu plus. Bon, Ouais. un petit Non, peu non, plus. mais virez-moi cette saloperie. Voilà. Bon, allez. Eh ben écoutez les amis, Bon, on vous souhaite une bonne soirée. On vous envoie le lien d'inscription demain pour le dîner des incorruptibles du 28. Vous êtes 1000 à nous avoir rejoints sur la lettre économique qu'on produit avec Olivier. Pour tous ceux qui nous rejoindront jusqu'au 31 avril, on vous donnera en bonus 2 lettres, celle de l'allocation d'actifs et celle des 9 prévisions qu'Olivier a faites en janvier. Donc si vous vous abonnez d'ici le 31 avril, vous avez en bonus les 2 lettres. Olivier, peut-être un petit mot de la fin avant de quitter. Il va dire fin. allez voter et virez-moi cette saloperie d'équipe corrompue, etc. Et qui a transformé la France en république bananière. Et ben écoute, ça sera le mot de la fin. Et puis bah écoute, je te propose qu'on refasse un live peut-être après le premier tour, semaine prochaine, peut-être semaine d'après, je sais pas, on va voir, on va regarder un petit peu ce qui sort ce dimanche. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et cette fois-ci je coupe vraiment le live. Allez, bonsoir à tous. Je vais te les disperser façon Raoul, moi, tu vas voir. Et je vous dis, on vous emmerde, on vous taxe, on vous pourrit la vie parce que vous avez pas bien trié une poubelle. Le monde entier se pose la question de savoir ce qui se passe en France. On vous demandera de mettre des préservatifs, alors sur la tête, bien évidemment. Tu faisais le malin.